Bonjour tout le monde. Je me présente, professeur Saadi, du service de neurologie du professeur Ali Pacha au CHU Mustapha. Et là, je vais vous présenter une conduite à tenir devant un état de mal épileptique. Alors, la conduite à tenir, on va parler un peu d'une introduction. Ensuite, on parlera d'une classification théorique et pratique des états de mal épileptiques. Ensuite, comment reconnaître un état de mal épileptique et les principaux états de mal épileptique. Ensuite, les examens complémentaires, la prise en charge notamment médicamenteuse et on conclut à la fin. Alors, on commence par une introduction. L'introduction commence par surtout la définition. Alors, les définitions ont changé depuis 2016. Actuellement, les états de mal épileptiques, c'est toujours des syndromes électrocliniques, mais elles changent en fonction des différents types d'états de mal. Alors, devant l'état de mal tonico-clonique généralisé, il s'agit toujours d'une crise qui se prolonge ou des crises qui se répètent. Alors, une crise qui se prolonge au-delà de 5 minutes dans le cadre des états de mal tonico-clonique généralisés, ou bien plutôt des crises qui se répètent, mais dans l'intervalle des crises, le malade ne se réveille pas. Pour ce qui est de l'état de mal-absence, on a évalué la durée de la crise entre 10 et 15 minutes. L'état de mal-absence, c'est le petit mal-absence aussi. Pour ce qui est de l'état de mal focal, qu'il soit moteur ou non, confusionnel ou non confusionnel, la crise doit dépasser les 10 minutes. Ou bien c'est une succession de crises. Rapidement en bas, pour faire la part des choses, entre les crises sérielles, ce sont deux crises qui se répètent avec perturbation de la conscience entre les crises, qui peuvent évoluer vers un état de mal. C'est ce qu'on appelle un syndrome de Nash. On peut avoir aussi des crises sérielles, après 4, 5, 6 crises, mais entre les crises, le malade, il est réveillé et tout. On parle de réveil et ça concerne surtout l'état de mal tonico-clonique généralisé. Pour l'état de mal réfractaire, c'est un état de mal qui résiste à au moins 2 antiépileptiques administrés à la posologie adaptée. On verra tout à l'heure l'état de mal réfractaire dans le détail. Pour ce qui est de l'état de mal larvé, c'est plutôt un malade qui a fait des crises, un état de mal, ensuite il s'épuise. Il ne fait plus de contraction musculaire, mais par contre, sur le plan électrique, on a une décharge électrique permanente et paroxystique. C'est ce qu'on appelle l'état de mal larvé. Alors, l'intérêt de la question, l'état de mal, c'est une urgence médicale. Pourquoi c'est une urgence médicale? C'est une urgence médicale, c'est-à-dire qu'il faut faire et le diagnostic et traiter. Et pourquoi il faut faire vite? Parce que le pronostic vital peut être engagé ainsi que le pronostic fonctionnel. Le pronostic fonctionnel, ça veut dire cognitif ou bien neurologique, des signes neurologiques persistants, des séquelaires. Et ça concerne surtout l'état de mal tonico-clonique généralisé. Donc, devant cette situation, il faut bien sûr faire le diagnostic, traiter les crises d'épilepsie, mais aussi traiter les causes de l'état de mal. Et pourquoi on fait vite? On fait vite pour avant la survenue de lésions cérébrales. Vite, on va vous donner un peu le temps nécessaire ou le temps pour faire disparaître les crises avant qu'il y ait souffrance cérébrale et lésions anoxo-ischémiques. Pour ce qui est de la prise en charge, c'est une combinaison de traitements antiépileptiques, de traitements antiologiques et de soins de réanimation. Alors voilà, pour ce qui est de la classification des états de mal, il y a quelques nouveautés, si vous voulez, pour les gens qui ne sont pas habitués à ce chapitre ou à cette pathologie. Ça, c'est un peu détaillé, mais je vais vous présenter plutôt l'état de mal sur une classification sur le plan pratique. Mais sinon, on classe entre état de mal convulsif et état de mal non convulsif. Pour l'état de mal convulsif, on a les généralisés et les secondairement généralisés. On a les myocloniques avec ou sans coma. On a les focales. Les focales, ça peut être Bravet-Jacksonès, c'est-à-dire motrice, adversif, oculoclonique et les autres. Et on a les états de mal toniques et hyperkinétiques. Pour ce qui est des états de mal non convulsifs, on a surtout plutôt les états absence, n'est-ce pas, atypiques ou myocloniques, et on a les états de mal focales. En plus clair, voilà. En plus clair, c'est du point de vue pratique. Alors, les états de mal épileptiques convulsifs, on a les états de mal généralisés, ce qu'on appelle l'état grand mal. L'état grand mal, c'est le plus fréquent, le plus spectaculaire et donc le plus facile à diagnostiquer.
Mais par contre, sur le plan gravité, c'est l'un des formes d'état de mal la plus grave parce qu'elle peut engager le pronostic vital. Et toujours dans les états de mal non convulsifs, c'est-à-dire partiels, on a les états de mal somatomoteurs, c'est-à-dire ce qu'on appelle la fameuse crise Bravais-Jacksonienne, motrice, clonique, qui commence au niveau du pouce, qui remonte jusqu'à l'épaule et la face. On peut avoir l'épilepsie partielle continue, les crises adversives, les crises oculocloniques. Et on a aussi les états de mal convulsifs myocloniques, avec ou sans coma, et on a les états de mal convulsifs toniques. C'est un peu à part, c'est une classification à part. Pour ce qui est des états de mal non convulsifs, qui sont les plus difficiles à diagnostiquer, on a l'état de mal absence ou l'état petit mal, qui donne un tableau confusionnel et difficile à diagnostiquer. Par contre, ne pose pas beaucoup de problèmes sur le plan pronostic vital. Et on a l'état de mal partiel, confusionnel et non confusionnel. Et là, ça pose un problème de diagnostic différentiel. Bon, il y a l'autre coma, il y a un type d'état de mal un peu rare où le malade est dans le coma, mais il ne fait pas de convulsion, il ne fait rien du tout. Et si on ne fait pas un EG, on ne saura jamais si ce coma c'est dû à un état de mal. À un moment, il le classait comme état de mal larvé. Donc, ce qui nous intéresse, c'est l'état de mal tonico-clonique généralisé, l'état petit mal et l'état de mal partiel confusionnel. Alors, une autre classification, toujours, peut-être qu'on va se répéter un peu, c'est toujours intéressant de le faire. On a les crises tonico-cloniques généralisées. Au-delà de 5 minutes, on dit que les crises ne peuvent pas disparaître spontanément. Et au-delà de 30 minutes, il peut y avoir engagement du pronostic fonctionnel. Donc, peut-être, et qui va évoluer vers des lésions anoxo-ischémiques séquelaires et irréversibles. Pour ce qui est des crises partielles complexes, confusionnelles ou pas, la durée de la crise, c'est 10 minutes. Bon, au-delà de 60 minutes, il peut y avoir un peu le pronostic fonctionnel, il peut être engagé, mais il n'y a pas de consensus là-dessus. Et pour ce qui est des états de mal absence, on sait que l'état de mal, c'est à partir de 15 minutes ininterrompues, on peut parler d'état de mal ou d'état petit mal. Mais pour ce qui est de est-ce que l'engagement de pronostic fonctionnel, c'est un peu inconnu. Voilà. Alors, maintenant, on va à l'examen clinique. Comment reconnaître un état de mal épileptique? Et bien sûr, on passe à l'examen. L'examen, il y a 2 chapitres. Il y a l'interrogatoire et il y a l'examen clinique, l'examen neurologique, si vous voulez, et somatique. Alors, pour ce qui est de l'interrogatoire, premièrement, il faut être calme. Il ne faut pas paniquer parce que si le malade débarque avec toute sa famille, ils sont affolés, ils paniquent eux-mêmes et ils peuvent vous déstabiliser. Donc, il faut être calme et il faut poser les bonnes questions. Alors, la première question, dès que le malade arrive, on pose une question. Est-ce qu'il s'agit d'une crise d'épilepsie? Est-ce qu'il s'agit d'un état de mal? Ensuite, on se dit peut-être non, peut-être c'est des mouvements normaux. Est-ce que c'est d'origine psychogène? Non, peut-être c'est un phénomène psychiatrique, une psychose aiguë, surtout si le malade présente un tableau confusionnel. Ou bien peut-être les deux, il fait du psychogène et de l'épilepsie. Le deuxième chapitre, c'est la gravité. Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est pas grave? Est-ce qu'il est dans le coma? Est-ce qu'il n'est pas dans le coma? Et en même temps, on cherche à l'interrogatoire à l'examen l'étiologie et les facteurs déclenchants. Voilà les questions qu'on se pose en faisant cet examen. Alors, dans le détail, l'interrogatoire, il faut qu'il soit bref, parce que peut-être que le malade est dans le coma, on ne va pas passer un temps fou à aller chercher toutes les informations. On prend tout ce qui est important pour le diagnostic et pour le pronostic. Parce qu'en même temps, on fait l'interrogatoire, on pense à l'étiologie et on pense à soulager le malade, faire arrêter les crises. Donc, c'est le tout en même temps. Alors, oui, les questions qu'on doit se poser, puisqu'on est en examen, c'est épileptique connu ou pas? Est-ce que depuis quand il fait des crises? Est-ce que la durée de la crise, c'est important? Le nombre de crises pour voir si c'est un état de mal ou pas? Et aussi le type de crise. Est-ce qu'on est dans le généralisé, dans le partiel, dans l'absence, dans le confusionnel? Alors, les circonstances de survenue aussi. Est-ce que il y a des facteurs déclenchants, notamment il a arrêté le traitement, ce qu'on appelle le sévrage des antiépileptiques, absolu ou relatif, il a diminué les doses, il a carrément arrêté le traitement. Ou bien non, il a changé les antiépileptiques. Il a changé d'antiépileptique, donc il est déstabilisé, peut faire un état de mal. Ou bien il a associé d'antiépileptiques avec, il y a une interaction entre les 2 antiépileptiques qui diminue le seuil épileptogène. Ou bien non, il a des habitudes toxiques. Ou bien non, on recherche un traumatisme crânien. Là, c'est les autres étiologies d'agression cérébrale. Ça peut être un traumatisme, une AVC, une hémorragie, une infection, une encéphalie, tout ce que vous voulez,
qui peut agresser le cerveau, il peut être la cause d'une crise ou d'un état de mal. Ensuite, on passe à l'examen neurologique. Première des choses, est-ce qu'il est dans l'état de conscience, est-ce qu'il est dans le coma ou pas? On évalue le coma. Ensuite, peut-être qu'il est confus. État de mal partiel, confusion, ce n'est pas un coma, c'est une confusion plutôt. Et aussi, on fait l'examen neurologique détaillé, on cherche des signes de localisation, ça peut être des signes de gravité. Est-ce qu'il a une déviation des globes oculaires? Est-ce qu'il y a une déviation de la bouche? Est-ce qu'il a un déficit d'anémie corps? Tout ça, ça fait partie de l'examen neurologique et ça peut renseigner sur ou la conséquence de l'état de mal ou plutôt l'étiologie de l'état de mal. L'examen somatique, bien sûr, de façon systématique, on prend la température, la pression artérielle, et voilà. Alors, maintenant, comment reconnaître un état de mal, état grand mal? On sait qu'il est fréquent, le plus fréquent, il est grave, il est spectaculaire. Donc, s'il est spectaculaire, ça ne nous pose pas de problème de diagnostic différentiel avec d'autres états de mal ou d'autres pathologies neurologiques. Donc, ce sont des crises subentrantes qui se succèdent sans retour à la conscience entre les crises. Alors, quel type de crise? On peut avoir du tonico-clonique, ou on peut avoir des crises cloniques, ou elle peut être bilatérale, elle peut être symétrique, asymétrique. Et là aussi, le coma s'installe progressivement, il peut être entrecoupé par des crises atypiques. Voilà. L'intérêt de vous parler de cette chronologie des 30 minutes, pourquoi il faut, au-delà de 30 minutes, il faut chercher quoi? Le malade, il peut présenter ce qu'on appelle une phase hyperadrénergique, suivie d'une défaillance hémodynamique, respiratoire et métabolique. Donc, il faut chercher s'il a une hypertension, une tachycardie, une tachypnée, une hyperglycémie, une hyperthermie. Au départ, ça c'est au-delà de 30 minutes, tu peux avoir ces troubles neurovégétatifs et qui sont suivis d'une défaillance carrément respiratoire, une apnée, des troubles du rythme, ou métabolique, il peut faire une hypoglycémie ou troubles des oligoéléments. Et si on ne traite pas ou si on traite mal, les crises continuent et ça va aboutir à des lésions neuroaxoniques ischémiques irréversibles à l'origine de séquelles neurologiques. Ça peut être cognitif, c'est plus tard qu'on verra ça, ou bien déficitaire ou autre. Et si on ne traite pas ou on traite mal, ça va évoluer jusqu'à l'état de mal larvé. Le malade, il s'épuise, il ne fait plus de convulsions, il ne fait plus de secousses cloniques ou toniques. Mais par contre, les troubles neurovégétatifs persistent, le malade est toujours dans le coma, il ne se réveille pas. Et là, quand on est devant un malade qui est épilepsie, il est dans le coma, il ne se réveille pas, mais par contre, les crises disparaissent, il ne faut pas dire que ça va bien. Il ne faut pas penser que là, il évolue bien, il ne fait plus de crise. S'il ne fait plus de crise, normalement, il doit se réveiller. S'il ne se réveille pas, donc ce n'est pas bon, c'est un état de mal larvé. Et pour faire le diagnostic, bien sûr, il faut faire un EEG qui va nous montrer, bien sûr, des décharges paroxystiques bilatérales et diffuses. Et on continue, si on ne le traite pas, on le traite mal, il peut décéder. Le vrai état grand mal peut décéder. Bon, les chiffres ici, 5 à 20%, mais c'est variable d'une étude à l'autre. Comment il décède de quoi? Collapsus cardio-respiratoire, défaillance multiviscérale, trouble hydroélectrolytique. Donc, c'est ça. C'est pour ça qu'on dit c'est un état de mal, c'est le plus grave et le plus spectaculaire aussi. L'autre état de mal, c'est ce qu'on appelle l'état de mal généralisé. C'est tout le cerveau qui décharge, non convulsif. C'est-à-dire que le malade ne fait pas de secousses toniques, cloniques ou myocloniques ou autres. Non, il ne fait pas ça. Donc, le tableau clinique, c'est quoi? Donc, pour ce qui est de la crise à type d'absence, c'est quoi? C'est quelques secondes, le malade s'arrête il s'arrête, il bouge plus, et il y a comme une perte de connaissance. Le malade ne chute pas, mais il a quelques battements palpébrales et un regard dans le vif. Ça, c'est la petite crise à type d'absence qui dure quelques secondes. Mais quand il y a des crises l'une derrière l'autre, ça donne un tableau de confusion mentale d'intensité variable. Ça peut être juste un ralentissement de l'état de l'efficience intellectuelle, hein, comme un obscurcissement un peu de la conscience, jusqu'à une stupeur catatonique. C'est-à-dire que le malade il peut être obnubilé de façon légère ou plus marquée. Et généralement, le malade il est désorienté, il est calme, immobile, il ne bouge pas, il est mutique, il ne parle pas, il est perplexe, indifférent, il a les yeux un peu semi-clos et il ne présente aucune activité spontanée. C'est ça l'état de petit mal absence. Et cet état peut persister des heures ou des jours, souvent associé à des myoclonies peroculaires bilatérales ou peu amples. Des fois chez l'enfant, aussi état petit mal, il est un peu hébété, il ne bouge pas, il s'accroche aux jupes de sa maman, des fois il pleure, et il est dans un autre état, l'état second. Alors là, le diagnostic est difficile.
et d'où l'indication de l'EEG en urgence. On n'a pas parlé d'EEG en urgence dans l'état grand mal, ça on va revenir dans les examens complémentaires, mais devant un tableau de confusion mentale, on se dit, est-ce que c'est un état petit mal? Est-ce que c'est autre chose? Est-ce que c'est d'origine psychiatrique? Est-ce que c'est une encéphalite? Est-ce que des tas de choses? Donc, il faut prouver et retrouver les décharges épileptiques. Et quand on fait un EEG devant l'état mal absent, c'est une activité paroxystique bilatérale généralisée. Ça va être en 1,3 cycles secondes ou 3 Hertz. Elle peut être à 3 Hertz comme dans la petite crise absence, comme ça peut changer. C'est variable entre 1 et 3. Ça peut être même prédominance focale ou asymétrique. Et la particularité, c'est que si on injecte les benzodiazépines, ils font céder la crise et ils normalisent le tracé. C'est ce qu'on va voir sur ce tracé. Voilà un tracé d'état de mal, ou plutôt d'une crise à type pointe onde à 3 secondes. Sauf que ici, ce n'est pas une crise, c'est une succession de crises, c'est continu. OK? Ça fait état de mal. Synchrone symétrique. OK? On a un autre tableau où là aussi, c'est des pointes ondes ou des ondes θ, des ondes un peu. Et qui disparaissent, voilà, continu, rythmé, et qui disparaissent après injection, où le tableau s'éclaircit, le tracé s'éclaircit après injection de Rivotril. Alors, le troisième état de mal est aussi l'un des états de mal le plus difficiles à diagnostiquer, c'est l'état de mal partiel confusionnel. Généralement, c'est l'état de mal temporaux et les états de mal frontaux. Alors, les états de mal temporaux, c'est toujours un tableau confusionnel, mais dans l'état de mal temporel, on peut avoir des signes associés tels que des troubles du langage, des hallucinations visuelles ou auditives, une apraxie idéatoire ou idéomotrice, une amnésie, des perturbations du champ visuel, des modifications végétatives et aussi des automatismes gestuels et complexes. Et là, ça, on peut un peu dire, tiens, ça, c'est pas pour nous, c'est pour la psychiatrie, c'est quoi ça? C'est un délire aigu, qu'est-ce qui se passe? On peut. Et de toute façon, les psychiatres dans les symptomatologies aiguës font un EEG, et c'est la seule spécialité qui fait l'EEG en dehors de la neurologie pour justement faire ce genre de diagnostic. Dans les états de mal frontaux, on peut avoir une obnubilation souvent discrète, avec phénomène de persévération. On peut avoir des modifications thymiques, une désinhibition, un malade qui se déshabille, une indifférence affective, il ne tient pas compte de tout ce qui est autour de lui, son environnement. Il peut être mutique ou carrément non. Plutôt, il est écolalique, il parle, il sourit, il fait des automatismes, il déambule. On sent qu'il est absent malgré toute cette activité. Alors, dans ce cas-là, il pose un problème de diagnostic différentiel avec un épisode psychiatrique. Et là aussi, l'EEG montre il faut le faire, il faut faire en urgence, et ça va montrer des décharges critiques frontales, polaires ou temporales. Ils peuvent être étendues, diffusées à l'ensemble du cortex. Alors, on arrive, une fois qu'on a vu la clinique, l'interrogatoire, l'examen, OK, et bien sûr les examens complémentaires. L'EEG, quand est-ce qu'on fait un EEG? Première question, est-ce que devant un état de mal généralisé tonico-clonique, on fait un EEG? Non, on ne fait pas devant un état de mal tonico-clonique généralisé. Parce qu'on est préoccupé par l'état comateux du patient et par la prise en charge médicamenteuse. Il m'a dit dans le coma, on ne va pas s'amuser à faire un EEG, il faut le déplacer, même si on dispose d'un EEG dans la salle des urgences, chose qu'on n'a pas, il faut déplacer le malade. L'EEG, ça prend 15 à 20 minutes, donc on n'a pas le temps pour faire tout ça. D'autant plus que l'état de mal généralisé tonico-clonique, il est spectaculaire. Sauf que, depuis qu'on utilise la vidéo EEG, on peut, il y a eu des publications où on s'est trompé dans les deux sens. Il y a des vrais états de mal qu'on a pris pour des états d'origine psychogène, tout ça, et qu'on considère comme psychogène. Mais quand on a fait la vidéo EEG, on s'est aperçu que c'était plutôt un état de mal, vu qu'il y a une décharge paroxystique diffuse et synchrone et tout. Et dans les deux sens, où on a dit c'était un état de mal, en fin de compte, c'est pas ça. Mais la grande difficulté, c'est que chez un malade qui est épileptique connu, il peut faire un état de mal, comme il peut faire aussi des crises d'origine psychogène continue et tout ça. Et voilà, donc, devant un état de mal tonico généralisé spectaculaire et tout ça,
on ne fait pas d'EEG. Mais par contre, on fait l'EEG devant quoi? Devant un état de mal non convulsif à expression confusionnelle. Là, tableau confusionnel, il faut faire l'EEG. Et l'EEG le plus tôt possible. Devant l'état de mal larvé, c'est-à-dire état de mal larvé, c'est un peu en réanimation, si vous voulez, ou bien dans un service de neurologie. C'est pas dans les, je veux dire, dans les polycliniques. Et là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un malade qui a fait beaucoup de crises. On a donné les antiépileptiques, mais ça marche pas. Il s'épuise, il fait plus de crises, mais par contre, il est dans le coma, il se réveille pas. On fait l'EEG, on trouve des charges paroxystiques continues, rythmées, tout ça. On peut faire aussi un EEG quand on a, en cas de doute d'un état de mal d'origine psychogène, on a discuté de ça, ou bien dans les encéphalopathies anoxiques, myocloniques. OK? Et voilà. Donc, on a fait le tour de la question. Bon, si l'état de mal est évident, bon, il faut plutôt donner le traitement, ne pas faire de l'EEG. Est-ce qu'on peut faire un enregistrement continu de l'EEG? Bon, dans l'état de mal réfractaire, on verra. Ça, c'est pratiquement, ça se fait dans les services de réanimation. Alors, l'IRM ou le scan. Est-ce qu'on fait une IRM ou un scan devant un état de mal? On peut faire ou on fait l'IRM devant un état de mal inaugural. C'est-à-dire le malade, il rentre dans la maladie, il n'est pas connu comme épileptique, il n'a jamais fait de crise, et d'un coup, il fait un état de mal. Là, on doit faire une IRM. Mais parce qu'entre l'IRM ou le scan, on doit les faire une fois que les crises auront disparu ou cédé, même de façon provisoire. C'est-à-dire, on ne va pas demander une IRM scan et que le malade continue à faire des crises. Il faut que les crises disparaissent sous traitement, bien sûr. Dès qu'ils s'estampent un peu, on fait l'IRM devant ou en cas de état de mal inaugural. Un état de mal à début partiel aussi, chercher un foyer. Pourquoi un foyer? Est-ce que c'est un processus, une lésion, une ischémie, une hémorragie, quelque chose comme ça? Et aussi, on fait l'examen radiologique si on doit faire une PL. Pour un malade qui a fait un état de mal, on fait une PL parce qu'on suspecte une méningoencéphalite ou quelque chose dans ce genre. On fait l'IRM scan, ensuite on fait la PL. Et bien sûr, en cas de traumatisme crânien, quelle que soit la cause, épileptique ou pas épileptique, traumatisme crânien, on fait la PL. Et dans d'autres pathologies cérébrales, telles que, en cas de la vigilance, confusion, céphalée, syndrome méningé, signes focaux, on a dit, et des signes d'hypertension intracrânienne. Par contre, l'examen radiologique, l'IRM ou scan est retardé ou n'est pas nécessaire. S'il s'agit d'un épileptique connu, et en plus on sait pourquoi il a fait un état de mal. On sait parce qu'il a arrêté son traitement. Le facteur déclenchant est clair. Là-dessus, on connaît le malade, c'est un épileptique, il a arrêté son traitement, il a fait un état de mal. Là, on n'est pas obligé d'aller faire une IRM. Surtout si l'examen neurologique est normal, sur le plan cognitif, il est tout à fait normal. Alors, la PL, ponction lombaire. La ponction lombaire est en urgence, en cas, bien sûr, et ça c'est valable pour différentes pathologies, pas uniquement pour l'état de mal, en cas d'infection du système nerveux central, chez l'immunodéprimé, ou bien sûr si en absence de contre-indication. Et si on n'a aucune cause évidente, il a un état de mal, on ne sait pas pourquoi, et on sera amené à faire une PL pour essayer de trouver l'étiologie. Bien sûr, s'il y a une encéphalite, on fait la PL. Si c'est négatif, on peut la refaire. Alors, le bilan, le reste du bilan dans un but, le reste du bilan biologique, si vous voulez, biologique et autres, hein, c'est dans un but étiologique et dans un but pour identifier les complications dues à l'état de mal. Et notamment tout ce qui est agression cérébrale ou complications dues à l'état de mal, telles que l'hypocapnie, l'hypoxémie, l'hypoglycémie, l'hyponatrémie, l'hypocalcémie, l'hypercapnie, l'hyperglycémie. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Une dextro, une formule, plaquette, taux de coagulation, TP, ionogramme sanguin, glycémie, calcémie, les gaz du sang, voici une acidose ou pas. Le CG. Alors, le CG dans un but peut-être d'origine étiologique, mais aussi dans un but parce qu'on va les mettre sous traitement, notamment le phénitoïne, la dépakine, et il y a certaines contre-indications qu'il faut absolument éviter à la recherche d'une cardiopathie ou du trouble du rythme. Rechercher des toxiques, ça peut être la cause. Sévrage alcoolique ou surdosage en alcool, les drogues aussi. Le dosage des antiépileptiques, oui, pour voir si le malade il est sous-dosé ou surdosage. Et aussi en fonction du contexte, le reste, l'étiologie, l'auto-immunité, les anticorps anti-NMDA, une chirurgie infectieuse, lactate chez l'enfant en pensant à une maladie métabolique, notamment une mitochondriopathie.
Alors, les diagnostics différentiels, comme je vous ai déjà parlé de ça, comment reconnaître un état de mal d'origine psychogène par rapport à un état de mal épileptique, tonico-clonique. Là, on a besoin d'un témoin. Il faut que les témoins nous racontent. On pose des questions aux témoins, voilà, bien sûr. Et s'il n'y a pas de témoin, c'est difficile, vraiment difficile de faire la part des choses. Mais il y a quelques stigmates qu'on peut observer au cours de l'examen. Alors, par exemple, manifestation motrice spectaculaire. On disait que la crise d'épilepsie, elle est verticale, c'est des mouvements de flexion-extension. Hein? Je ne vais pas vous montrer le mouvement. Flexion-extension de bras et de l'avant-bras. Alors que les états de mal d'origine psychogène, on dit que c'est horizontal. Le malade, en fin de compte, il fait des mouvements désordonnés, rythmés, répétatoires. Ça peut être forme d'opistotendance, rigidité axiale, ou bien carrément atypique. Et en plus, ça dure plusieurs minutes. Ce qui est en faveur des oreilles, c'est qu'il n'y a pas d'apnée, il ne désature pas, mais par contre, il peut faire une polypnée, mais il n'y a pas de cyanose. Il fait une polypnée, mais il n'y a pas de cyanose. Alors que la polypnée dans les crises, que ce soit crise ou état de mal, ils font des cyanoses. Et en post-critique, il n'y a pas de confusion post-critique. Et aussi, quand il termine sa crise, il termine par des pleurs. Ça, c'est en faveur un peu du psychogène. Et là, quand on parle de ça, c'est quand il fait des crises subentrantes, hein, l'une derrière l'autre. Et aussi, quand on pose la question, ou l'entourage, ils disent le contact, il ne perd pas totalement le contact. Il peut répondre aux ordres simples. Donc, il n'est pas vraiment dans le coma, il n'a pas perdu. Ce n'est pas une perte de conscience, ce n'est pas une perte de. Voilà. Et il y a le problème d'évitement du regard, et ça, c'est valable pour l'examen du coma aussi. Évitement du regard, dès qu'il tourne la tête, il évite, ou carrément, il ferme les yeux. Et il y a une résistance à l'ouverture des yeux. Il veut nous faire croire qu'il est dans le coma, qu'il ne communique pas, qu'il est ailleurs. En fin de compte, il résiste, il ne veut pas ouvrir ses yeux. L'absence de phase tonique et perte d'urine, on peut les trouver comme on ne peut le pas trouver. Même dans une vraie crise, on peut trouver perte d'urine ou l'inverse. Et dans ce cas-là, devant ces signes et symptômes, le G est utile pour diagnostiquer un état de mal d'un état de mal d'origine psychogène. Bien sûr, l'état de mal d'origine psychogène, le G est tout à fait normal. Et aussi, des fois, ils ne répondent pas au traitement antiépileptique. Ça, c'est un moyen de diagnostic. À la rigueur, on donne du Rivotril, ça ne marche pas, on donne une deuxième, ça ne marche pas, on fait le G et on voit. Et aussi, dans 10 à 20%, le malade fait les deux. Il fait des crises d'épilepsie et des crises psychogènes en même temps. C'est le cas de la maman qui débarque, ou les parents qui débarquent à 8 heures du matin, ils vous disent, voilà mon enfant, ou adulte, vous voulez, il a fait la crise toute la nuit. Et quand vous examinez, le malade, il est plutôt conscient, un peu fatigué, tout ça. Comment que ça fait? Il a fait un état de mal, il ne s'est pas arrêté les 20 crises, 30 crises, et il est comme ça. Donc là, il faut penser, peut-être c'était des crises non épileptiques. Alors, d'autres diagnostics différentiels, on a les mouvements anormaux, surtout des fois des myoclonies ou des crises toniques d'un seul membre, prêtes à confusion avec des épilepsies partielles motrices. On a, là, je vais un peu passer un peu plus rapidement, l'encéphalopathie post-anoxique, c'est-à-dire que c'est le malade, il est encéphalopathe, il fait des myoclonies. Et là, le EEG ne nous montre pas de décharge épileptique. Dans quelques pointes périodiques, il peut nous aider à faire le diagnostic différentiel. Les encéphalopathies métaboliques ou toxiques aussi. Et là, le EEG est plutôt des antriphasiques, pas des décharges paroxystiques de pointe, polypointe onde. Les encéphalites NMDA, dans ce cas, carrément, l'IRM peut être tout à fait normal. Creutzfeldt-Jakob, ce n'est pas pour le moment. Alors, diagnostic étiologique. Alors, on a des maladies, on a des facteurs déclenchants. Alors, chez l'épileptique connu, et la première chose à demander, c'est quoi? C'est l'arrêt ou l'inadaptation des traitements de fond. C'est-à-dire qu'il a fait un sévrage relatif ou absolu. Il a diminué le dose ou bien carrément il a arrêté. Mais généralement, c'est de bon pronostic. Dès qu'on met le traitement, le malade récupère. Et ça peut être un trouble métabolique aigu, une hypoglycémie, une hyponatrémie ou autre. Ça peut être une infection, encéphalite, méningoencéphalite. Ça peut être un sévrage, une intoxication à l'alcool ou au psychotrope. Là, c'est l'interrogatoire qui nous aide à faire le diagnostic. Ça peut être aussi intoxication aiguë par des médications de substances épileptogènes. Vous pouvez voir en bas, on a les proconvulsivants, on a les antidépresseurs, on a quelques neuroleptiques, tramadol, morphine, les antiasthmatiques aussi.
OK. Pour ce qui est quand il s'agit d'un état mal inaugural, tout de suite, il faut penser à une lésion cérébrale, qu'elle soit infectieuse, vasculaire, traumatique, tumorale, tout ce que vous voulez, même métabolique. Donc là, bien sûr, l'IRM et d'autres examens complémentaires. Alors voilà une liste avec quelques chiffres pour les. Vous voyez, tout ce qui est l'étiologie ou le facteur le plus fréquemment rencontré, c'est lien lié avec la médication. C'est-à-dire que soit il n'a pas bien pris son traitement, il l'a arrêté, il a pris un peu plus, il a mélangé les médicaments, il a changé de médicament, c'est en rapport avec les médicaments. Ça. Mais on peut avoir son facteur, dans 15% des cas, il n'y a pas d'étiologie, on ne sait pas pourquoi il a fait ça. Ça peut être sévrage alcoolique, on va se répéter un peu. Là, c'est pour juste vous donner les chiffres. Ce qui est intéressant à prendre, c'est plutôt tout ce qui est en rapport avec. C'est pour ça la première question, on dit au malade, est-ce qu'il est épileptique et qu'est-ce qu'il prend comme traitement? Est-ce qu'il a arrêté son traitement? Quand il s'agit de maladie de novo, c'est toujours cérébrovasculaire en premier, 32%. Les tumorales, 18%. Bien sûr, ça varie d'une étude à une autre. Les intoxications, ça va jusqu'à 20%. Et inconnues, jusqu'à 5 à 10%. Et les autres, bon, on ne va pas les citer tous. Pour ce qui est des facteurs pronostiques, bon, il y a l'âge. Plus l'âge est élevé, c'est de mauvais pronostics. L'étiologie, bien sûr, s'il a une métastase cérébrale, bien sûr que c'est mauvais. S'il a une hémorragie cataclysmique avec inondation ventriculaire, c'est pas bon. La durée, plus la durée est longue, plus il s'expose aux lésions, troubles neurovégétatifs, lésions anoxo-ischémiques, complications d'état de mal lui-même. S'il y a un état de mal de novo, aussi, c'est pas bon parce que souvent, ça traduit des lésions cérébrales. Et les troubles de la conscience, s'il est dans le coma, plus il s'enfonce dans le coma, plus c'est de mauvais pronostics. Bon, là, il y a un petit tableau qui peut nous aider à faire un peu la part des choses, mais sachez qu'il faut connaître surtout les facteurs étiologiques parce que tout de suite, les parents vont vous poser la question, est-ce qu'il va se réveiller, est-ce qu'il va s'en sortir? Et vous-même, vous allez, quand vous commencez à mettre sous traitement, vous allez dire, celui-là, il va répondre à la première injection, à la deuxième, ou il va finir en réanimation. Donc, ça peut vous aider à poser ce genre de questions. Alors, on arrive à la prise en charge. Alors, la prise en charge, elle est spécifique et non spécifique. Et bien sûr, le termine par le traitement étiologique, ça va de soi. Alors, pour ce qui est le traitement spécifique, ce sont les médicaments antiépileptiques. Je peux vous dire qu'il y a une quinzaine d'années, 2015, ça fait combien 2015? Ça fait 20, 25, il y a plus, il y a une dizaine, une quinzaine d'années comme ça, c'était pas du tout ça. C'était donner des antiépileptiques, du Rivotril, 4 à 6 ampoules par jour. Le malade, soit il se réveille, soit il s'enfonce dans le coma et il finira en réanimation. Maintenant, il y a eu plusieurs consensus et le consensus, ça change. Hein. Le dernier, c'était 2016 pour la Ligue internationale de lutte contre l'épilepsie et les experts de réanimation française en 2018 qui ont un peu adapté ce consensus. Mais en tout cas, ce consensus, il parle d'un algorithme thérapeutique qui comprend trois lignes. On commence par les benzodiazépines, première ligne. Ensuite, on donne deuxième ligne des antiépileptiques. Ensuite, le malade ne répond pas bien, ça devient réfractaire. Et là, on anesthésie le malade. Grossièrement, on va détailler tout ça. Les prises en charge non spécifiques, c'est tout ce qui est soins de réanimation. OK? Pour ce qui est de l'étiologie, on verra. Voilà. Alors, prise en charge. Ce qui nous intéresse le plus, c'est l'état de mal généralisé qu'on vu ici, c'est celui-là le plus fréquent, où il y a le meilleur consensus sur le plan de traitement. Quels sont les médicaments? Il y a eu plusieurs études et tout le monde s'accorde à donner en premier les benzodiazépines parce qu'ils sont à action rapide, ils ont une bonne tolérance. On peut les donner en période préhospitalière avant que le malade n'arrive à l'hôpital, c'est-à-dire dans un cabinet médical ou même à la maison et dans un milieu spécial médical, si vous voulez, où les parents sont avertis. Alors, qu'est-ce qu'on donne? On a le clonazepam, le midazolam et le diazépam. Avant, on donnait quoi? Clonazepam, Valium. Une fois, c'était diazépam à la mode, ensuite, c'est clonazepam. Maintenant, non. C'est le clonazepam et le midazolam. Ça, c'est pour l'Europe, la France. Et pour les États-Unis, c'est plutôt lorazepam et midazolam. Et midazolam, c'est l'Iplanvel. Alors, Rivotril, les doses, je vais les citer, mais vous allez tout de suite les oublier. Donc, 1 mg pour 70 kg, le maximum, c'est 1,5 mg. Ce qui est intéressant à connaître, c'est que quand on injecte la première injection de Rivotril, 0,015 mg kg, si au bout de 5 minutes,
le malade ne récupère pas, les crises ne s'arrêtent pas, on donne une deuxième injection. Okay? On renouvelle une fois après 5 minutes. Donc, on a le choix. On peut prendre le clonazepam, on peut prendre le midazolam. Actuellement, chez nous, on préfère plutôt le clonazepam. Le midazolam, on n'a pas l'habitude de le manipuler, peut-être en réanimation. Alors, l'hypnovel, c'est aussi en IM, c'est 0,15 mg kg, soit 10 mg par 70, à renouveler. Alors, selon disons, les pays nord-américains, ils renouvellent le midazolam. Et selon les directives des experts réanimation, pourquoi réanimation? Parce que les états de mal aboutissent en réanimation. Et plutôt, ils évitent, ils disent à éviter de donner une deuxième dose de midazolam. Ou bien carrément, on peut donner le diazépam. OK? Injection lente, 2 à 3 minutes, 0,15 mg kg, soit 10 mg en IV, si vous voulez. On peut renouveler après 5 minutes, mais à une condition, c'est qu'il faut faire attention à l'état respiratoire. Parce qu'autrefois, on pensait que c'est le phénobarbital qui faisait une dépression respiratoire, mais toutes les benzodiazépines, si on injecte une, deux, il ne faut pas la troisième parce que ça peut retentir sur l'état respiratoire et donner une dépression respiratoire, surtout chez les sujets âgés et si les porteurs d'une maladie respiratoire. Donc, faites attention, vous pouvez injecter la deuxième, mais tout en prenant ces dispositions pour l'état respiratoire du patient. Voilà. Alors, chez l'enfant, si on n'a pas de voie intraveineuse rapide disponible, on peut donner le diazépam par voie rectale, 0,5 mg, maximum 10 mg. OK. Et là, il faut avoir la main parce que si on fait avec la tubulure, il ne faut pas que le médicament reste dans la tubulure. On a eu une certaine expérience comme ça. Donc, il faut avoir la technique pour faire passer les 10 mg en intrarectal et non pas les laisser dans la tubulure. Le midazolam par voie buccale ou intranasale, c'est accessible, c'est facile c'est 0,3, 0,5 mg kg, maximum c'est 10 mg. Et délai d'action le plus rapide, 1 minute. Et efficacité, elle est équivalente. Et bien sûr, dans toutes les études, ils disent que le midazolam est plus performant et plus efficace que le diazépam. Voilà pour les traitements de première ligne. Donc, une benzodiazépine à la dose indiquée. Si au bout de 5 minutes, ça ne répond pas, vous injectez une deuxième dose de benzodiazépine. Alors, si après 5 minutes après la deuxième injection de benzodiazépine, le malade continue à faire des crises, notamment des crises tonico-cloniques généralisées, là, on passe au traitement de deuxième ligne. Et bien sûr, généralement, le malade, pour injecter ce genre, on peut le faire en réanimation, comme on peut le faire dans un service de neurologie ou de médecine interne. Mais, alors, quels sont les médicaments? Alors, il y a le valproate de sodium, il y a la phosphénitoïne, phénitoïne, il y a le phénobarbital et il y a le Keppra ou levetiracetam, injectable, bien sûr. Alors, lequel choisir? Alors, l'efficacité entre le premier et le quatrième, ça varie entre 75% à 68%. Donc, c'est presque équivalent. Mais il y a certaines contre-indications à respecter, à éviter plutôt. Alors, pour le valproate de sodium, les doses 40 mg qui ont 15 minutes, donc là, ici aussi, il faut avoir une seringue électrique pour respecter tout ça, ne pas dépasser les 3 grammes. Mais s'il s'agit d'une femme en âge de procréer, on ne donne pas de la dépakine, ça c'est sûr, injectable. Ou s'il y a une maladie mitochondriale, pas de dépakine. Pour ce qui est de la phosphénitoïne, c'est 20 mg kg avec un débit 100-150 mg minute sans seringue électrique. Bon, il y en a qui disent devant les épilepsies idiopathiques à éviter et peut-être donner de la phénitoïne. Et si on donne la phénitoïne, il faut tout simplement faire un ECG avant parce que ça peut, et c'est contre-indiqué en cas de trouble de rythme et de la conduction cardiaque. De même pour le phénobarbital, qui peut provoquer une hypotension artérielle et aussi une dépression ventilatoire, et le ECG est exigé avant d'injecter le phénobarbital. 15 mg kg, soit 50 à 100 mg par minute. Pour ce qui est du Keppra ou levetiracetam, 30 à 60 mg kg en 10 minutes sans dépasser 4 grammes. Il a une bonne tolérance, mais aussi absence d'effets indésirables graves. Ou chez l'enfant, éviter la dépakine. Pourquoi il disait éviter la dépakine injectable? Parce que ça sous-entend peut-être qu'il y a une maladie métabolique sous-jacente. Donc, deuxième ligne,
Tépakine, la plus utilisée, hein, valproate de sodium injectable, ou bien la phénitoïne, ou bien le phénobarbital. Et chez nous, on donne quoi? On donne le phénobarbital plutôt. OK? Et là, déjà, on passe de la neurologie, on passe à la réanimation. Pour ce qui est de la troisième ligne, vous voyez, la troisième ligne, c'est si les convulsions persistent au-delà de 30 minutes après le début, hein, début du traitement, et là, on est devant un état de mal tonico-clonique généralisé réfractaire. OK? 30 minutes. Autrefois, on ne respectait pas ce consensus, mais maintenant, même maintenant, est-ce qu'on peut respecter ces 30 minutes? C'est-à-dire, au bout de 30 minutes, le malade doit être déjà en service de réanimation pour être déjà considéré comme réfractaire et passer à l'anesthésie. Non, je ne pense pas. Peut-être pour quelques cas, c'est comme les AVC ischémiques pour le traitement d'urgence. Alors, qu'est-ce qu'on donne? Si jamais au bout de 30 minutes, il continue à faire des crises, il a pris deux benzodiazépines et il a pris 2 antiépileptiques. Ça ne marche pas. Là, il faut intuber le malade et le provoquer ce qu'on appelle un coma thérapeutique au moyen d'un agent anesthésique en intraveineux. Alors, on a le choix entre propofol, midazolam qui revient aussi, et thiopental. Bon, il préfère le thiopental, c'est à éviter. Il préfère plutôt propofol ou midazolam. Thiopental, c'est plutôt en troisième position. Mais là, ça relève d'un peu des spécialistes de la réanimation et non pas de la neurologie. Mais pour vous, je ne vais pas détailler là-dessus. Alors, chez l'enfant, il ne faut pas se précipiter tout de suite vers les anesthésiques généraux. Et voilà, il faut pas y aller tout de suite vers l'anesthésie. Peut-être en deuxième ligne, on donne un antiépileptique, ça ne marche pas, on donne encore un deuxième antiépileptique, bien sûr en respectant à distance, bien sûr. Bon, quand est-ce qu'on arrête l'anesthésie? Ça relève aussi mais un petit d'information pour vous, c'est que quand le malade ne fait pas pendant 24 heures aucune crise, il commence à réduire les doses d'anesthésie. Alors, les autres états de mal, et là, les autres états de mal, tels que l'état de mal absence, l'état de mal partiel non convulsif, confusionnel ou non confusionnel, par exemple, non confusionnel, par exemple, quoi? C'est l'état de mal partiel non convulsif, et c'est une aphasie, par exemple. L'état de mal partiel non convulsif, confusionnel, c'est l'état de mal temporal ou frontal. Et là, il n'y a pas d'études contrôlées randomisées. C'est pas bien étudié, si vous voulez, comme l'état de mal tonico-clonique généralisé. Ça varie un peu d'une équipe à une autre, mais pour ce qui est du traitement de première ligne, ils sont pratiquement tous d'accord là-dessus. Le délai entre la première ligne et la deuxième ligne, il faut être un peu plus large. Ce n'est pas toutes les 5-10 minutes, il faut injecter et en 30 minutes, on arrive à l'anesthésie. Non. Il faut, d'ailleurs, même dans le tableau que je vous ai montré tout à l'heure, je vous ai dit 60 minutes pour qu'il y ait probablement lésion ou trouble pronostic fonctionnel. Donc, première ligne, on commence toujours par une benzodiazépine, le clonazepam, toujours, mg IV, à renouveler une fois après 5 minutes. Le diazépam, aussi 10 mg à renouveler, ou le midazolam. Maintenant, si ça ne marche pas avec le clonazepam ou le diazépam, là, on passe aux deuxième ligne. Et là, on a le choix entre phosphénitoïne, phénitoïne, valproate de sodium, lévetiracetam et lacosamide. Les doses et tout ça, il faut avoir l'habitude de les faire pour les apprendre par cœur. Okay? Et aussi, il parle de traitement par voie orale. C'est-à-dire qu'on peut donner une dose, par exemple, on peut donner de la phénitoïne ou valproate de sodium, ça ne répond pas. On ne va pas vers l'anesthésie, on va vers, troisième ligne, on peut donner un autre antipyrétique, mais cette fois-ci par voie orale. Donc, ce n'est pas tellement codifié, ce n'est pas bien codifié. Le recours aux agents anesthésiques qui imposent une intubation et une ventilation mécanique n'est envisagé que très rarement, parce que les risques sont supérieurs aux bénéfices. Voilà. Voilà pour ce qui est du traitement médicamenteux.
Maintenant, il y a certaines spécificités. Bon, est-ce que c'est pour vous, c'est pas pour vous? Si je m'adresse à tout le monde, hein, il y a je crois qu'il y a des résidents dans neurologie qui m'écoutent, donc je continue. Donc, dans les états de mal partiels, l'escalade thérapeutique doit être progressive, je viens de vous le dire. Dans les partiels continus, il n'y a pas d'anesthésie, il ne faut pas recourir à l'anesthésie. Dans l'état d'absence de novo qui est dû chez le sujet âgé, il arrête les benzodiazépines et tout de suite, il fait un état de mal. Là, tout de suite, dès qu'on réintroduit la benzodiazépine, ça va bien. Qu'est-ce qu'on peut dire? L'état de mal myoclonique répond très bien aux benzodiazépines. Par contre, il y a l'état de mal tonique. C'est une petite particularité qu'il faut connaître. C'est que des fois, les benzodiazépines peuvent, il faut être prudent, leur effet sédatif, ils peuvent majorer les crises toniques. Ça, c'est un peu spécifique. Okay. Pour ce qui est de la prise en charge non spécifique, qu'est-ce qu'il faut? Protéger le malade contre les chocs, le mettre en position latérale, et surtout s'il fait des états de mal, il fait une crise derrière l'autre, il peut percuter sa tête contre le mur, contre le parterre, et donc il faut veiller à ça. Évaluer l'état hémodynamique, respiratoire et neurologique, mise en place d'une voie veineuse. Bien sûr, tout ça se fait en même temps et faire les prélèvements sanguins pour tous les dosages on en a déjà parlé et injecter les médicaments. Maintenant, lutter contre les facteurs d'agression cérébrale, c'est ce qu'on appelle une réanimation respiratoire ou hydroélectrolytique, oxygénothérapie. On peut donner de la thiamine, c'est un peu particulier. Thiamine, s'il s'agit d'un éthylique, ou sinon dénutrition, s'il s'agit d'une femme enceinte ou en cas d'hypoglycémie. On peut donner du sérum salé plutôt chez l'adulte pour le réhydrater et chez l'enfant, c'est plutôt du sérum sucré isotonique et lutter devant toutes les modifications de la natrémie, calcémie, le pH sanguin, la glycémie, lutter contre l'hyperthermie. En conclusion, donc la prise en charge de l'état de mal épileptique est actuellement bien codifiée. Avant, est bien codifiée, notamment pour l'état de mal tonico-clonique généralisé, n'est-ce pas? Et donc, d'où l'intérêt d'actualiser ces connaissances, ne pas rester avec des anciennes médications. Par exemple, midazolam, peut-être qu'il faut l'introduire, il faut qu'il soit disponible. Pourquoi? Parce qu'il est plus malléable. On peut le donner par voie nasale ou par voie rectale chez l'enfant. Et d'autres. Et respecter les différents antiépileptiques en fonction des différentes contre-indications pour les antiépileptiques de deuxième ligne. Bien sûr, l'état de mal, c'est une urgence neurologique, diagnostique et thérapeutique. L'objectif, surtout pour l'état grand mal, c'est d'arrêter les crises avant les 30 minutes, avant qu'il y ait des troubles neurovégétatifs, avant que l'état neurologique évolue vers une perturbation, défaillance hémodynamique. Bien sûr, utiliser les 3 lignes. Bien sûr, la collaboration neurologue, neuropédiatre, ça dépend, et réanimateur, bien sûr, elle est primordiale. Et la bonne observance du traitement, c'est-à-dire éduquer le patient, ça peut nous éviter ou éviter au patient de survenue d'un état de mal. Donc, lui demander de ne jamais arrêter le traitement de soi-même et de ne jamais manipuler les doses sans l'avis du médecin. Je vous remercie. Est-ce que l'EEG est pathologique si l'origine est métabolique? Oui, bien sûr, l'EEG est pathologique, quelle que soit l'étiologie. Devant un état de mal, l'EEG est pathologique. Si l'EEG n'est pas pathologique, ce n'est pas un état de mal. Ce n'est pas une crise d'épilepsie, quelle que soit la cause. D'accord. Alors, comment est l'EEG au cas d'intoxication alcoolique? L'EEG n'est pas caractéristique de l'étiologie. L'EEG, c'est pour définir l'état de mal. Il ne nous renseigne pas sur la cause. AVC, hémorragie, métastase, non. L'EEG, non. Alors, traitement de la première ligne, si vous pouvez la répéter? Merci. Alors, traitement de première ligne, que ce soit pour l'état de mal tonico-clonique généralisé ou pour l'état de mal absence ou l'état de mal absence ou l'état de mal confusionnel, partiel confusionnel, c'est les benzodiazépines. Alors, on donne du Rivotril, ok, on peut donner du Valium et on peut donner du Midazolam, Hypnovel. Attends, en bas, en cas de crise partielle, c'est les mêmes antiépileptiques qu'on donne pour que la crise cède. Oui, c'est les mêmes. C'est pratiquement les mêmes. Vous pouvez consulter la présentation qui sera sur
sur YouTube et vous allez avoir plus les... OK, c'est tout, je crois. OK, c'est tout. Je vous remercie. OK, c'est tout. Maintenant, j'attends encore, peut-être il y a d'autres questions, je ne sais pas. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? C'est la même. On parle de l'origine métabolique. Non, l'origine métabolique, non. L'origine métabolique, que ce soit perturbation des lactates ou l'hypokaliémie ou l'hyponatrémie ou tout ça, bien sûr, l'EEG, quand il y a un état de mal, il y a une décharge. Mais l'EEG ne renseigne pas si c'est d'origine métabolique ou d'origine autre. Alors, bon, j'ai mis midazolam par voie nasale, voilà, chez l'enfant. Non, il n'y a pas de contre-indication. Midazolam, quand toutes les benzodiazépines, c'est plutôt les troubles respiratoires, il faut éviter, c'est tout. Non, la place du Tegretol en cas d'épilepsie, non. Là, premièrement, on est en train de parler de l'état de mal épileptique, pas de la crise d'épilepsie. Et avant un moment, ils ont un peu préconisé Tegretol injectable et tout ça, mais quand on voit le consensus, il n'y a pas de Tegretol du tout, ni oxycarbazépine, ni autre. Alors, on est où là, pour le traitement, on utilise souvent le Valium. Est-ce qu'on doit le remplacer par le Rivotril? Et c'est quoi ces contre-indications de ce dernier? Alors, le Valium, on peut toujours l'utiliser. De toute façon, nous, on n'a pas le choix, on utilise ou le Valium ou le Rivotril. Comme médecin généraliste, si la crise ne cède pas au bout de 30 minutes, on envoie le malade au service de l'admission. Si c'est un vrai état de mal tonico-clonique général, pas une crise, vous êtes en train de parler de crise. Moi, je parle d'état de mal. La crise, elle doit céder au bout de 2-3 minutes. Vous injectez la première injection, elle cède, la deuxième, elle cède. Peut-être la troisième, phénobarbital injectable à une dose, pas la dose complète, elle peut céder. Mais au-delà, eh s'il ne cède pas au bout de la deuxième et la troisième injection, il faut l'envoyer en réanimation. On n'attend pas les 30 minutes. Les 30 minutes, c'est déjà trop tard. C'est déjà trop tard si vous pouvez, si vous avez les moyens de... OK? Attends. Nous, médecins généralistes, on ne peut pas prescrire les médicaments antiépileptiques depuis août 2021. Ça, vous m'apprenez ça, mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas si ça existe. Est-ce que c'est vrai, ça? Prescription, non. Et là, on est dans l'urgence, vous voyez. Et ça, si on parle par des Rivotril injectables, vous allez le trouver à l'hôpital ou dans une polyclinique. Donc, ce n'est pas sur ordonnance. Ce n'est pas une histoire d'ordonnance, là. Que faire devant un état de mal pharmacorésistant pour ne pas aboutir à l'anesthésie? Oui, ça, c'est une bonne question. Là, premièrement, il faut commencer le traitement très tôt, le plus tôt possible. Il faut donner la dose totale. Il ne faut pas fractionner les doses. Il faut donner la dose complète. Et si échec, il faut donner encore la deuxième. Il faut lutter sur tous les facteurs qui peuvent aggraver la crise. Tout ce qui est aggraver la crise, notamment d'origine métabolique. On a parlé d'hyperthermie, d'hypertension, agir sur les comorbidités, agir sur la cause. Ça dépend de la cause. Ça peut faire céder aussi et ne pas aboutir à transformer l'état de mal en état de mal réfractaire. Et là, s'il est réfractaire, ça va être l'anesthésie. Alors, quand est-ce qu'on refait l'EEG pour le suivi du malade? Si c'est un vrai état de mal et en réanimation, ça c'est un peu le réanimation qui fait la chose, c'est 30 minutes après, une fois qu'il s'est réveillé, ils peuvent faire un EEG pour voir la part des choses. Mais nous, on peut le faire après, on peut faire en fonction de la clinique. Eux, c'est tout de suite, ils voient est-ce qu'il y a pour arrêter les anesthésiants ou pas, ils le font 30 minutes après. Et des fois, ils le font en continu et tout ça. Ça dépend de l'état du malade. Mais nous, dès qu'il se réveille de sa crise, il ne fait plus de crise. Ce n'est pas l'EEG qui est important. S'il ne fait pas de crise, il est conscient, il est bien, c'est tout. Ce qui est important, c'est voir est-ce qu'il a gardé des séquelles. Ça, c'est l'examen neurologique, l'examen cognitif. Et ensuite, il faut peut-être réajuster le traitement si c'est la cause, parce qu'il y a eu une association de deux antipyrétiques qui n'est pas conforme, qui n'est pas commode. Là, il faut réajuster le traitement, que ce soit en dose ou en médicament. L'EEG, il n'apporte pas grand-chose. Alors, il revient, critères de gravité, je l'ai expliqué, critères de gravité, l'âge, plus il est âgé, plus c'est mauvais parce qu'il y a des comorbidités. La durée de la crise, plus la crise se prolonge, vous avez très bien 30 minutes, ça veut dire 30, maintenant vous savez que ça veut dire 30 minutes de crise. Mais vraiment 30 minutes de crise, ça c'est pas bon.
qu'est-ce qu'on avait dit? Il est dans le coma, c'est pas bon. De nouveau, c'est-à-dire il rentre dans la maladie avec un état de mal, ça veut dire qu'il y a une lésion cérébrale, là il faut faire l'IRM et chercher l'étiologie. Voilà, et d'autres critères, un ou deux autres critères qui sont sur la présentation. Différence, est-ce que c'est différence entre crise épileptique et état de mal épileptique? Je peux vous répondre si c'est ça. Hein? Différence, oui. Alors, la différence entre crise d'épilepsie et état de mal, c'est la définition de l'état de mal. On a dit l'état de mal, c'est une crise qui persiste au-delà de 5 minutes dans le tonico-clonique généralisé, ou bien c'est une succession de crises et entre les crises, le malade ne se réveille pas. Ça, c'est pour le tonico-clonique généralisé. Pour le partiel et confusionnel, c'est une confusion permanente. Pendant 3 heures il est confus pendant 3 heures, c'est un état de mal partiel. Partiel, non convulsif, confusionnel. Ou bien non, c'est un état d'absence, état de mal absence ou état petit mal, c'est aussi un état de confusion et j'ai fait toute la description sémiologique. Donc voilà, alors que la crise, elle commence et elle s'arrête. La crise, c'est 1 minute, 2 minutes, pas plus. Et les absences, c'est quelques secondes. Une crise à type d'absence, c'est quelques secondes. Et bien sûr, l'EEG, quand on fait l'EEG, c'est aussi des décharges, mais pas la même chose. Mais plutôt la différence, c'est des cliniques. Bon, si c'est tout, bon, je vous remercie.